Bonjour à tous. Donc, je suis Sébastien, associate partner chez Avencor. J'ai plus de 25 ans d'expérience, dont 19 dans le conseil en achat, supply chain et opération. Et je suis Ameline, manager chez Avencor. J'ai rejoint la société en 2018 à la suite de mes études et j'ai eu l'occasion de mener plus d'une trentaine de projets sur des secteurs aussi variés que la défense, la santé et les biens de consommation. Et je suis ravie d'être avec vous ce matin. Alors, je vais vous présenter Avencor très rapidement. Donc, Avencor est un cabinet de conseil créé en 2009 dédié aux enjeux de compétitivité et de performance des industries. Et nous travaillons en particulier sur les stratégies de croissance, sur l'amélioration de la performance, donc la performance des produits, performance des investissements, performance des processus, également sur l'accélération de la transformation, à travers notamment la conduite du changement, avec un travail sur le modèle organisationnel et sur les compétences notamment. Et on s'appuie si besoin sur une expertise data et IA. Sur notre présence, donc, nous sommes plus de 130 consultants répartis dans 5 bureaux en France, Allemagne, États-Unis et Chine principalement. Je passe rapidement sur les secteurs. Maintenant, nous allons nous concentrer sur la relation fournisseur, donc le sujet de ce matin. Et avant tout cela, donc, je vais décrire les objectifs. Donc, plusieurs clients nous ont remonté leurs difficultés à adapter leurs relations avec leurs fournisseurs. Et même certains grands groupes industriels sont demandeurs car ils rencontrent encore des blocages. Et pour ça, on va vous proposer une synthèse de ce qu'on a pu observer, ce qui a marché, pas marché chez nos clients et quelles sont les bonnes pratiques qui se sont dégagées. Et d'ailleurs, le réflexe, souvent dans ce genre de situation, c'est de vouloir mettre en place des outils. Il y a énormément de choses à faire, de bonnes pratiques, des réflexes qui peuvent considérablement améliorer la relation client-fournisseur. Mais les outils, ce n'est pas la première chose à mettre en place. Fournir d'abord des pistes de réflexion, construire une stratégie avec un certain nombre de clés pourrait être davantage et mieux exploité avant de mettre en place ces outils. C'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Alors, pour démarrer, donc, vous avez connu le Covid, vous avez connu les ruptures d'approvisionnement, vous avez connu la guerre en Ukraine, donc c'est des sujets dont on entend souvent parler au sein des directions achats. Mais aujourd'hui, les ruptures ont pris un nouveau visage, donc vous êtes a priori au courant de Trump, de l'IA, de tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc ces exemples illustrent une réalité complexe qu'on peut résumer simplement. 2025, les industries évoluent dans un environnement toujours plus incertain. Donc entre l'accélération des évolutions des demandes clients, les crises géopolitiques, la montée en puissance des enjeux RSE, l'accélération de la digitalisation, il faut s'adapter et vite. Donc le contexte que je viens d'évoquer nécessite plusieurs types d'actions. Donc développer plus de flexibilité, c'est-à-dire être capable de s'adapter rapidement aux évolutions du marché, à la volatilité des prix. Il faut repenser aussi la localisation de vos fournisseurs. Donc tout ce qui était de la délocalisation systématique est remise en cause aujourd'hui. Donc on parle maintenant de plus en plus de nearshoring, de friendshoring. Mais la mise en place des tarifs aux US vient rajouter une contrainte supplémentaire dans tous les projets. Troisième point, c'est de tirer pleinement parti de la data et de passer à l'étape suivante avec l'IA. Donc, il ne s'agit plus seulement de collecter des données, mais aussi de les exploiter intelligemment pour anticiper, décider, agir plus vite. Et le dernier point, c'est de s'intégrer dans les écosystèmes sectoriels, c'est-à-dire que chaque industrie tend à se structurer en écosystème interconnecté. Et si vous restez à l'écart, vous prenez le risque de décrocher. Et donc, d'où la citation « Seul on va vite, ensemble on va plus loin ». Alors aujourd'hui, on ne va pas développer ces 4 points en détail parce qu'on pourrait y passer des heures. On va plutôt se focaliser sur un moyen essentiel pour mettre en œuvre toutes ces actions. Donc c'est comment repenser la relation avec vos fournisseurs. Et pour cela, on va voir 4 thèmes accompagnés d'exemples dans cette présentation. Donc le premier thème qu'on va voir ensemble, c'est comment segmenter sa base fournisseur. Donc pour développer une stratégie, pour bien comprendre la nature de vos relations et les forces en présence. Ensuite, c'est de travailler sur l'amélioration de l'expérience fournisseur, donc pour renforcer la fiabilité et l'engagement au quotidien. Le troisième point qu'on va voir ensemble, c'est d'accompagner les fournisseurs dans leur développement à travers des actions concrètes pour accélérer leur maturité. Et le dernier point qu'on va voir ensemble, c'est la digitalisation de la relation pour rendre la collaboration plus fluide et data-driven. Imaginons que vous ayez segmenté vos fournisseurs. Donc, on prend un exemple que vous connaissez certainement. Donc, vous allez segmenter votre fournisseur en 3 catégories, A, B, C, très classique. Vous souhaitez lancer un appel d'offres qui implique plusieurs de ces fournisseurs, en particulier des fournisseurs de la catégorie A. Mais une fois que vous avez lancé l'appel d'offres, vous constatez que plusieurs fournisseurs de cette fameuse catégorie A ne répondent pas. La situation est donc assez délicate pour vous. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer concrètement? Eh bien, ça veut dire que vous n'avez peut-être pas forcément pris le temps de vérifier tout ce qui devait être fait pour assurer leur engagement ou bien leur intérêt. Par exemple,
essayez de répondre à ces questions suivantes. Quel chiffre d'affaires font-ils avec vous? Est-il garanti dans la durée? La marge qu'ils font avec vous est-elle suffisante? Est-ce que vous avez l'habitude de payer dans les délais? Est-ce que c'est facile de travailler avec vous? Eh bien, si vous n'avez pas bien répondu à ces questions, cette situation veut peut-être dire que vous entretenez avec eux une relation asymétrique que vous n'aviez pas vraiment identifiée auparavant. Vous avez fortement besoin d'eux, mais eux n'ont pas autant besoin ou envie de travailler avec vous. C'est pourquoi la segmentation des fournisseurs, que nous allons voir dans une minute, peut vous aider à anticiper ces difficultés. Mais pour cela, il s'agit de qualifier la nature de vos relations avec les différents fournisseurs et pas seulement le besoin que vous avez avec eux. Donc, vous voyez ici un outil de segmentation qui va prendre en compte le point de vue des fournisseurs. Donc, je vous présenterai rapidement cette matrice. Elle est constituée de 2 axes. Selon l'axe vertical, on va évaluer l'intérêt des fournisseurs à travailler avec vous. Donc, en haut, par exemple, il va y avoir un fort intérêt, par exemple, une dépendance élevée, un potentiel stratégique que va avoir le fournisseur à travailler avec vous. Et en bas, ça va plutôt être un faible intérêt. Selon l'axe horizontal, cette fois-ci, on va évaluer votre intérêt à travailler avec ce fournisseur donné. Donc, à gauche, l'intérêt est plutôt limité et à droite, il est très important. J'attire votre attention sur l'importance de la symétrie de la relation. Donc, en haut à gauche, là, si vous voyez ce qui a été allumé, le fournisseur est très dépendant. Il est captif de son client. Il doit absolument s'extraire de cette situation, notamment ou par exemple en diversifiant son portefeuille. Au contraire, en bas à droite, critical supérieur, le fournisseur est cette fois-ci en position de force par rapport à son client, car il peut menacer à tout moment de quitter le client ou profiter de cette situation pour augmenter ses coûts. Peut-être un exemple pour que vous voyez mieux les choses, notamment sur la relation de dépendance vis-à-vis du fournisseur. Dans un projet que j'ai mené dans le secteur des équipements industriels pour un châssis, le fournisseur maîtrisait à la fois la matière première et le processus et il détenait notamment les outillages. Et quand on est arrivé sur le projet, on s'est rendu compte qu'en 5 ans, pour des pièces qui n'avaient pas changé en termes de design, on avait constaté une augmentation de 47% du coût unitaire. Pourtant, malgré cela, aucun resourcing n'avait été fait ou n'avait été engagé dans un premier temps, pour 2 raisons principales. Premièrement, les risques associés, notamment les investissements, les risques associés donc sur les investissements notamment, et la politique du groupe était restrictive, ce qui a conduit à accepter les hausses sans broncher. Donc, ce cas met en évidence un point clé, la relation était complètement déséquilibrée, le fournisseur avait trop de pouvoir. Donc, il faut penser à se re-questionner régulièrement sur la position du fournisseur pour éviter de tomber dans ce genre d'écueil. On en déduit donc que les modes de changement pour ces fournisseurs vont être très différents. Orienter marketing pour séduire les fournisseurs avec les compétences adaptées, tout en gardant la capacité de gérer les risques et d'anticiper une sortie, ou bien orienter conformité en haut à gauche, car le risque de rupture brutale est toujours présent. Et quand on regarde au milieu, c'est une gestion qui est plutôt orientée sur la clarification d'ambiguïté. Est-ce qu'on a envie d'avoir plus de partenariats ou bien est-ce qu'on veut plutôt proposer un déclassement? On comprend, en synthèse, on ne va pas passer dans le détail de chacun des sujets, qu'il convient d'adapter ses efforts en fonction des enjeux spécifiques de la relation. Donc évidemment, le positionnement dans la matrice, vous l'aurez compris, n'est pas figé dans le temps. Ce qui est intéressant, c'est justement de faire évoluer la relation fournisseur vers une relation bénéficiaire pour les 2 parties. Moins d'efforts des 2 côtés quand on va vers la gauche ou plus d'efforts des 2 côtés quand on va vers les droites. Pour la suite de ce webinaire ce matin, on vous recommande de concentrer vos efforts sur cette zone, donc en haut à droite, donc les 4 cases qui sont allumées. Et donc, toutes les propositions qu'on va faire par la suite s'appliqueront plutôt à ces 4 catégories de fournisseurs. Notamment quand on va vouloir faire évoluer un crucial supérieur, un strategic partner. Mais concrètement, comment s'y prendre? Nous allons le voir tout de suite en nous penchant sur la façon dont on peut enrichir l'expérience fournisseur, que ce soit on-cycle, c'est-à-dire dans toutes les opérations du quotidien, ou bien off-cycle, en accompagnant le fournisseur dans son développement. Alors, le principe que nous proposons avec les fournisseurs clés, donc ceux en haut à droite, c'est de promouvoir l'expérience fournisseur, de même qu'on parle de l'expérience client. Donc, vous avez déjà certainement entendu parler de vos collègues commerciaux ou responsables de programme qui se plaignaient de tel ou tel client parce qu'il changeait constamment ses prévisions, parce qu'il demandait de respecter des délais intenables ou bien parce qu'il impose des standards hyper spécifiques rien que pour lui. Et ce qui apparaît, c'est que la motivation de vos collègues s'en ressent fortement, avec le client agissant comme un repoussoir. Et ça peut même aller jusqu'à générer un déficit d'attractivité RH pour la fonction qui est au contact du mauvais client.
Donc, si pour vous, vous avez déjà été confronté à cette situation, sachez qu'il y a toutes les chances que vos fournisseurs disent la même chose que vous. Donc, à l'inverse, un fournisseur qui vit une bonne expérience client, c'est-à-dire qu'il est bien accompagné, reconnu, intégré, un fournisseur qui sera très certainement plus engagé, plus fiable, plus fidèle et potentiellement plus performant. Alors, pour accomplir cet exercice, nous avons identifié 6 dimensions pour structurer une expérience fournisseur réussie. Alors, premier sujet, c'est la relation doit être légitime. Il faut s'assurer que les bases de la relation, d'une bonne relation, sont présentes. Donc, pour permettre une connaissance, une confiance mutuelle, en particulier la connaissance et l'anticipation des risques. Et donc, pour cela, les relations reposent de plus en plus souvent sur un processus de qualification initiale et qui est de mise à jour, qui est rigoureux et qui est dans les deux sens. C'est-à-dire que côté client, on met en œuvre un KYS, donc Know Your Supplier, et côté fournisseur, on peut mettre aussi en place un KYC, c'est-à-dire Know Your Client, pour s'assurer que les capacités du fournisseur sont correctement évaluées en adéquation avec les besoins du client. Et il faut également mettre en place un processus de suivi de la performance pour maintenir la confiance qui a été créée. La deuxième dimension, c'est celle de l'alignement stratégique. Donc, vos fournisseurs ont besoin d'être convaincus que votre approche n'est pas simplement une initiative achat qui va être abandonnée dans les prochaines semaines ou premiers mois ou quand les premiers défis conjoncturels se présenteront. Cela nécessite donc un alignement interne au sein du client. Et ça passe plutôt bien, notamment pour les industriels qui développent des systèmes complexes, notamment en mettant en place une veille technologique off-cycle, j'introduisais juste avant. Par exemple, imaginez un industriel du spatial. Celui-ci va enrichir en continu une base de données structurée avec les catalogues produits de ses fournisseurs, sur la base d'échanges qui vont être réguliers, qui vont être ciblés pour pouvoir vraiment avoir une vision de ce que propose le fournisseur et créer ainsi les conditions d'un alignement stratégique. Donc ça se fait off-cycle, donc voilà, on continue. Eh bien, le moment venu, quand cet industriel va vouloir développer un nouveau programme complexe, par exemple, je ne sais pas, sur une antenne pour un satellite, eh bien, à ce moment-là, les fournisseurs pourront plus rapidement et plus efficacement être mobilisés sur des nouveaux besoins de ce programme. Et donc, l'alignement des spécifications, notamment, sera beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Cet alignement stratégique, il est important à tous les niveaux. Là, je viens d'en parler au niveau opérationnel pour la veille technologique, mais ça peut remonter jusqu'à l'alignement au plus haut niveau hiérarchique avec les directeurs, notamment côté fournisseurs et clients. Le troisième facteur clé de succès, c'est la relation transparente. Donc, c'est important, voire fondamental, de partager les informations essentielles pour identifier les opportunités à saisir ou pour anticiper les risques, notamment. Donc, un autre exemple d'un projet qu'on a rencontré, donc c'est dans le cadre d'une initiative de Design to Cost. Nous avions identifié chez le client des leviers techniques qui étaient pertinents. Alors, il s'agissait de faisceaux électriques avec des opportunités telles que le travail sur la couleur des câbles, sur la réduction du nombre de connecteurs, donc des leviers très, très pointus. Alors, l'idée était prometteuse, mais le client a lancé une RFQ dans l'urgence sur des références qui étaient mal définies. Et donc, le résultat, c'est que les retours ont été peu exploitables, parfois plus chers que l'existant, et en particulier, une idée avait été écartée trop vite du portefeuille. Et donc, lorsque nous sommes arrivés, on a aidé le client à préparer de manière plus rigoureuse la RFQ en définissant un périmètre clair, en ciblant mieux les fournisseurs et surtout en communiquant un prix cible. Donc, ça a crédibilisé la démarche vis-à-vis des fournisseurs, ça a permis de les engager réellement. Et parce que les fournisseurs ont vu que le client était structuré et exigeant et que ça donnait envie de répondre à l'appel d'offres. Et donc, parce qu'ils ont senti qu'il y avait un potentiel de business, ils ont senti qu'il y avait des volumes et qu'il y avait un travail en amont et qu'on n'était pas juste dans une demande de prix. La quatrième dimension, c'est la relation équilibrée. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait se concentrer plutôt sur les fournisseurs en haut à droite, dans la matrice, si vous vous souvenez. La relation équilibrée, elle doit se faire pour tous les fournisseurs, évidemment. Rappelez-vous l'exemple de tout à l'heure avec le fournisseur de châssis. Une relation saine et équilibrée avec un fournisseur, ça nécessite d'en maîtriser, de sécuriser en amont les leviers de maîtrise de ce fournisseur. Donc, notamment, dans mon exemple, les leviers contractuels avec la propriété des outillages et les 3 transferts pour pouvoir préserver la capacité de mettre en concurrence si jamais le fournisseur augmente un peu trop ses prix. Ça, c'est une condition vraiment nécessaire
très importante pour être un client à la fois fiable, mais aussi respecté. Peut-être un autre exemple, dans le cadre de nos projets Design to Cost que l'on mène chez Avencore, nos clients nous disent souvent qu'on ne pourra pas travailler avec les fournisseurs parce que le seul levier achat, à leur sens, relève de la simple négociation ou bien du resourcing, parce que les fournisseurs n'ont, à leurs yeux, rien à gagner à baisser leurs coûts. Mais en tout état de cause, c'est plutôt l'inverse, parce que, imaginez, toutes les opportunités qu'on va co-construire ensemble sont souvent transposables à d'autres clients de nos fournisseurs. Donc, ils ont beaucoup à gagner à co-construire, à identifier des opportunités de réduction de coûts. Après, cette organisation de ce qu'on appelle les conventions fournisseurs, notamment, ou de la créativité fournisseur, nécessite d'impliquer d'autres parties, d'autres fonctions au-delà des achats. On va aller impliquer les équipes d'ingénierie, les équipes d'industrialisation, de qualité, et ce côté client comme fournisseur, pour pouvoir maximiser les gains lors de ces séances. Donc, l'objectif, si on doit garder une vision, c'est qu'il faut préciser quelle est la valeur créée et mettre en évidence le gain pour les deux parties. Ça va permettre de toucher un maximum de monde et ainsi garantir la relation équilibrée et le gain mutuel entre les deux parties. Autre facteur clé, donc, c'est l'état d'esprit qu'on estime nécessairement collaboratif. Donc, on ne travaille pas l'un contre l'autre, mais ensemble. Donc, un autre exemple, sur un programme critique de missiles, dans le secteur de la défense, évidemment, donc un fournisseur stratégique a livré à son client une pièce de support de batterie sur laquelle a été détecté un défaut qualité récurrent, ce qui a mis en péril le planning de livraison du client final. Donc, plutôt que de déclencher immédiatement une action contractuelle avec des pénalités ou une mise en cause formelle, le client a préféré organiser une réunion à 3 niveaux, donc avec la direction, les 2 directions, les équipes qualité et les responsables projet. Donc, le résultat de cette initiative, c'est qu'en 2 jours, le client et le fournisseur ont mis en place un plan d'action avec un tri immédiat sur site des pièces défectueuses. Ils ont livré des pièces de remplacement urgentes et ils ont revu également le processus côté fournisseur qui était en défaut. Et ce qui a permis cela, c'est d'avoir une gouvernance claire pour escalader rapidement. Et puis surtout, il y avait une volonté commune de résoudre et pas d'accuser. Et donc, cette logique collaborative a permis de renforcer la confiance sans éviter le problème, mais en montrant que les 2 parties savaient le gérer ensemble. Et peut-être pour terminer, tout à l'heure, je disais que la data ou le digital n'était pas le premier levier activé, qu'il y avait plein d'autres dimensions déjà ou de choses à mettre en place avant pour pouvoir créer la relation fournisseur. Là, vous voyez, on a parlé des 5 sujets précédents. C'est le bon moment pour attaquer les interfaces digitales et sécurisées qui permettront de faciliter la relation. L'objectif ici, c'est plutôt de manière très opérationnelle d'être en mesure de supprimer un maximum d'irritants qui rendent la collaboration pénible, qui font perdre de l'énergie aux 2 parties et qui pénalisent ou ne donnent pas forcément envie de travailler avec vous. On y reviendra un tout petit peu plus tard, je ne m'attarde pas dessus à ce stade. Donc, vous voyez ici que lorsque tous ces leviers sont en place, on part sur de bonnes bases avec son fournisseur et on commence à monter en haut de la liste des clients préférés de vos fournisseurs. Et on peut aller encore plus loin. Alors, bien sûr, améliorer l'expérience fournisseur au quotidien est essentiel, comme on vient de le voir, mais pour aller plus loin, il est nécessaire aussi de les accompagner dans la montée en maturité. C'est-à-dire que c'est un processus dynamique qui suit une trajectoire de développement dans le temps. L'objectif ici, c'est de sécuriser la performance dans la durée en travaillant sur les processus, les méthodes, la maturité digitale et la culture de la performance. Alors, on part évidemment sur ce graphique qui présente l'évolution de la performance dans le temps tout au long de ce parcours. Le point de départ, c'est les fondations. Donc, il faut s'assurer que les bases sont là pour construire une relation performante et pérenne. Donc, ça passe en général par un diagnostic des forces et faiblesses du fournisseur. Ça passe par ensuite l'établissement d'une roadmap de développement avec un accord éventuellement de partenariat pour formaliser un partage de valeur et la confidentialité. Etc. Donc, toute une série d'actions initiales. Donc, un autre exemple, dans un contexte de ramp-up, un de nos clients a fait un état des lieux des capacités de production chez ses principaux fournisseurs. Cela lui a permis de trier entre les fournisseurs qui étaient plutôt au niveau basique et ceux qui étaient plutôt à un niveau avancé. Et ça a permis derrière de définir des actions différenciées à mener par la suite. Donc, une partie d'entre eux, une partie des fournisseurs, donc ensuite été accompagnés par ce client vers de la stabilisation puis de l'accélération.
Alors justement, la stabilisation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en réalité, c'est de sécuriser et d'améliorer la performance en mettant en place un certain nombre de dispositifs de suivi en continu de la performance ou bien en travaillant sur des processus communs et la gouvernance avec le fournisseur. Un exemple, l'un de nos clients dans l'industrie avait identifié 4 fournisseurs clés avec lesquels il souhaitait devenir un client privilégié. Donc, pour ce faire, ils ont mis en place un modèle de gouvernance structuré, amélioré le partage de l'information et optimisé le processus de collaboration. Donc, tout ça de manière continue. Donc, les fournisseurs, en retour d'expérience, ont grandement apprécié cette approche car ils ont acquis une meilleure visibilité dans leur taux de conversion sur les appels d'offres clients, notamment. Et ça leur a permis de se concentrer sur les opportunités les plus pertinentes, de mieux comprendre les attentes et de réduire considérablement les efforts nécessaires pour répondre à ces fameux appels d'offres. De plus, des nombreux risques classiques tels que les longs délais de convergence sur des conditions générales ont été traités de manière proactive, ce qui a permis des négociations plus rapides, plus efficaces. Et par conséquent, 2 d'entre eux, à la fin, ont accepté de réduire de façon permanente leur taux de marge pour ce client, en reconnaissant que la diminution des efforts de vente entraînait aussi une baisse de coûts. Donc ça, c'est extrêmement bénéfique. Et enfin, donc, lorsqu'on arrive en phase d'accélération, le client aide son fournisseur à garder la dynamique d'excellence, idéalement, à travers des leviers, des outils plus avancés pour renforcer encore plus la collaboration. Donc, autre exemple, dans le cadre d'un programme complexe, dans le secteur aéronautique, le département de la production d'un client souffrait des ruptures d'approvisionnement d'un de ses fournisseurs stratégiques, ce qui entraîne des missing parts et des délais, des retards de production importants. Et malgré les engagements contractuels, malgré la collaboration en place, le fournisseur était incapable de donner plus de visibilité sur ses expéditions, car lui-même dépendait de sa chaîne de valeur, qui est évidemment très complexe dans ce secteur. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le client et le fournisseur ont décidé de développer conjointement une plateforme digitale collaborative pour suivre les livraisons au quotidien, pour anticiper les blocages en amont dans la supply chain et pour piloter des plans d'action pour résorber les retards. Alors, jusqu'à présent, nous avons abordé 3 grands types de leviers. Donc, si vous vous souvenez bien, segmentation, expérience fournisseur avec les 6 dimensions et développement des fournisseurs. On a commencé à voir que la data et le digital permettent non seulement de les activer, mais aussi de les accélérer. Donc, c'est là qu'on va parler de data. L'intention, malgré tout, n'est pas de balayer tous les cas d'usage digitaux potentiels qui peuvent être activés dans la relation client-fournisseur, ni même les facteurs clés de succès de projets de développement. Nous, ce que l'on souhaite voir ce matin ensemble, c'est d'éclairer l'importance de la variété des sujets qui peuvent être abordés sous l'angle du digital, en passant par des exemples très concrets. Alors, quand on fait le panorama des cas d'usage digitaux qui évoluent tous les jours, vous en savez déjà certainement quelque chose, on a évidemment le volet achat. Donc, le volet achat, c'est là que se concentrent les premiers cas d'usage digitaux, avec notamment tout ce qui se passe autour du sourcing intelligent, d'aller rechercher des nouveaux fournisseurs en allant caractériser leurs capacités et leurs qualifications sur Internet, notamment. Ensuite, sur le processus de qualification enrichi avec des bases de données externes pour anticiper et collecter tous les documents et donc anticiper les risques. L'onboarding également, qui permet de créer des communautés d'achat entre acheteurs et fournisseurs et de pouvoir facilement pousser de l'information auprès de ces fournisseurs. Tous les appels d'offres intelligents, donc avec des outils d'analyse intelligente et des évaluations et de classification des fournisseurs automatisés. Le purchase to pay, évidemment, qui permet de faciliter pour les utilisateurs qui sont non acheteurs le choix à travers des marketplaces. Le contract lifecycle management, évidemment, avec des nouvelles fonctionnalités autour du redlining, donc de la négociation et de la comparaison des offres et évidemment de la digitalisation de toutes vos bases de contrats existantes. Et puis, j'en passe, mais également le SRM, donc les outils de relations fournisseurs qui permettent de pousser les informations vers les fournisseurs et à l'inverse, récupérer des informations fournisseurs vers le client. Donc, ça, c'est sur le volet achat. Après, vous avez le volet qualité également pour fluidifier les processus et limiter les coûts de la non-conformité. Donc, avec des exemples de cas d'usage autour de le suivi des non-qualités entre clients et fournisseurs, donc ce qui permet d'un côté de remonter des non-qualités vers les fournisseurs pour leur demander des actions de containment, d'analyse et de plan d'action, et dans l'autre sens, descendre les alertes fournisseurs vers le client final pour pouvoir anticiper également les impacts sur la production. Autre volet, l'innovation,
Donc, pour sécuriser, stimuler la collaboration, donc quand on parle de développement et de co-innovation, donc notamment toutes les opportunités offertes par les jumeaux numériques sont fondamentales pour travailler avec un niveau de confidentialité requis sur des phases très amont, sur des produits complexes notamment. C'est-à-dire qu'on est encore dans des phases précontractuelles et donc l'innovation doit être protégée vis-à-vis des différents partenaires. Ça permet énormément de temps dans les développements et comme on l'a vu récemment, ça permet d'être 2 fois plus rapide sur le développement de nouveaux programmes, notamment dans l'automobile. Un dernier exemple sur la finance, des outils digitaux permettent de fiabiliser le pilotage budgétaire et la performance fournisseur. Par exemple, avec des portails fournisseurs pour communiquer aux fournisseurs des informations, telles que la situation de leurs commandes, la situation de leurs factures, qui engorgent beaucoup les services de la comptabilité, ou bien, par exemple, pour analyser automatiquement la conformité entre les conditions contractuelles et les factures à travers la mise en place de workflows sur mesure qui vont au-delà du three-way match des ERP. Donc, c'est du workflow intelligent pour faire de la compliance by design. Alors, nous arrivons au bout de cette présentation, en tout cas cette première partie du webinaire. Donc, nous espérons avoir illustré la façon dont la relation client-fournisseur en 2025 pouvait vous permettre de relever vos défis. Donc, sachez qu'une fois que vous êtes engagé dans cette démarche, en devenant le client préféré de vos fournisseurs clés, vous pourrez mieux sécuriser les capacités critiques, accélérer vos innovations, réduire les risques sur la supply chain, atteindre vos objectifs RSE, et de manière générale, améliorer durablement votre performance économique. Si c'est bon pour vous, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Oui, merci beaucoup, Emeline. Je vais prendre les questions par ordre d'apparition. La première est celle-ci. Avez-vous des exemples de pratiques, des exemples concrets pour séduire les fournisseurs ? Je peux commencer. Je complèterai, c'est bien. Alors, pour séduire les fournisseurs, donc déjà, on est sur des aspects psychologiques, déjà en premier lieu. Donc, tout ce qui peut exister sur le marketing client, on peut essayer de le transposer sur le marketing fournisseur. Et donc, de travailler sur la valorisation du fournisseur. Donc, c'est ce qu'on voit encore récemment avec tous les trophées achats où un client et son fournisseur vont présenter des cas d'usage ou des réalisations conjointes ça peut être soit un projet commun, soit le développement d'une innovation, soit une réussite particulière. Donc, permet de valoriser au sein de la communauté achat un fournisseur en particulier et donc peut potentiellement générer du business supplémentaire. Donc ça, la valorisation, la communication, la reconnaissance, bien sûr, tous les aspects de reconnaissance avec sans nécessairement publiciser ce qui a été fait en externe, mais déjà en interne, d'avoir des conventions fournisseurs dans lesquelles on va inviter tous les fournisseurs, on va les valoriser, faire un retour positif et leur donner de la visibilité sur des développements potentiels, des opportunités de business. Tout ça peut contribuer à enrichir la relation et à donner envie de travailler avec un client donné. Peut-être pour compléter, effectivement, il faut que le fournisseur se sente, entre guillemets, pas privilégié, mais qu'il sente que la relation soit, quand même d'une certaine manière privilégiée. C'est-à-dire qu'on n'est pas un fournisseur parmi tout un panel, mais on connaît son client, on sait ce qu'il attend et les échanges sont fluides. Je prends une deuxième question dans la liste. Avez-vous des exemples d'irritants fréquents qui peuvent être éliminés par le digital ? Alors, on en a listé, j'ai cité quelques cas d'usage précédemment. J'ai parlé des factures qui viennent engorger, les questions sur le statut des factures, les dates de paiement qui viennent engorger le service compta et donc qui peuvent être traités avec des chatbots. Donc ça, c'est des cas d'usage qui ne sont pas récents, ça a déjà été mis en œuvre il y a quelques années. Mais aujourd'hui, j'ai en tête aussi dans certaines relations client-fournisseur complexes où on a une multiplicité d'outils, souvent, ça peut arriver que les fournisseurs soient perdus parce qu'ils ont 5, 10, 15 points d'entrée digitaux vers un client.
en fonction des programmes, donc avec des outils différents, et donc d'avoir un portail fournisseur qui concentre et qui soit aidant pour pouvoir entrer dans l'univers digital du client, ça peut fortement aider. Déjà parce que ça permet de mieux comprendre et mieux appréhender la complexité côté client. Et ça permet aussi de structurer la gouvernance. C'est-à-dire que quand on veut faire passer des messages, on a un seul point de communication également vers le fournisseur. Souvent, on parle de single point of contact pour les catégories managers, pour que le fournisseur identifie une personne. Là, c'est un peu la même idée, mais côté digital, identifier un seul outil, une seule plateforme sur laquelle échanger pour éviter les itérations, le manque de connaissances ou simplement pour centraliser tous les sujets. Autre idée, notamment dans les développements, d'avoir une plateforme de développement conjointe intelligente, ça permet de mieux tracer les évolutions du design, d'éviter d'avoir à rechercher sans arrêt les évolutions. Ça permet aussi d'embarquer les standards, les requirements du client et de les communiquer aux fournisseurs. Donc, toujours la même notion de single source of truth, donc d'avoir une seule source de données qui permettent aux concepteurs côté fournisseur de travailler efficacement. D'ailleurs, c'est aussi un peu l'idée du jumeau numérique sur lequel on viendrait plugger l'ensemble des spécifications et construire la plateforme de développement mise à disposition du fournisseur. Tout ça, évidemment, dans les délais et dans les contraintes de la confidentialité, mais ça permet aussi de voir, par intermédiaire de ce jumeau numérique, l'avancement du développement pour le fournisseur et avoir la bonne vision à jour. Merci à tous les deux. J'enchaîne avec une nouvelle question. Vous parlez d'accompagner les fournisseurs dans leur montée en maturité avec des trajectoires de développement. Est-ce que cela ne peut pas créer une situation de codépendance? Est-ce véritablement souhaitable? Alors, de fait, là, c'est vrai que dans l'exemple qu'on a donné, le développement ne se fait que dans certaines conditions. C'est-à-dire qu'on est, si vous vous rappelez, on est dans les 4 cases en haut à droite de notre matrice. Et donc, on est dans une relation recherchée de partenariat. Donc, la codépendance, finalement, elle n'est pas très loin du partenariat. Et si on se lance dans des projets de co-développement ou de montée en maturité, c'est qu'on accepte de reconnaître qu'on est de fait lié par des intérêts stratégiques conjoints. Donc, pour moi, la codépendance n'est pas un problème, c'est-à-dire qu'on est de fait dans la codépendance et donc autant en profiter. Okay. Une nouvelle question. Quelle est la bonne organisation, la bonne équipe à mettre en place pour que tout ce que vous venez de dire fonctionne? Je pense que déjà, je l'ai dit à un moment donné, moi ce qui me vient en premier, mais c'est aussi du fait de mon expérience, il ne faut pas garder une vision un peu silotée du monde des achats. Il faut faire en sorte que dans la relation client-fournisseur, ce n'est pas simplement un acheteur et un fournisseur et un point de contact. En fait, on va voir qu'il y a un effet miroir à chacune des fonctions, et notamment quand on va parler de collaboration, quand on va parler de transparence. Évidemment, il y a toute la partie un peu contractuelle, un peu opérationnelle, mais il y a également toute la partie co-développement qui nécessite non seulement d'avoir des fonctions achats, puisque ce sont elles qui tiennent les cordes, entre guillemets, et qui ont toute la connaissance, mais mettre en place ou en tout cas faire intervenir des fonctions telles que l'ingénierie, telles que la qualité et l'industrialisation. Ça va permettre d'enrichir aussi la connaissance, d'enrichir et de mettre sur la table les bons sujets pour pouvoir aller plus loin et aussi éviter parfois les allers-retours. Et d'expérience, moi je l'ai souvent vu, quand je parlais des conventions fournisseurs par exemple, on gagne un temps
indéniable à mettre autour de la table les responsables qualité des deux parties quand on va vouloir, je ne sais pas, relâcher des spécifications, par exemple, ou travailler sur du co-développement, parce que on peut se faire des projections. On va se dire, ah bah tiens, le fournisseur ne veut pas travailler ou n'accepterait pas cette spécification pour une certaine raison, mais en fait, la raison est complètement erronée. On pourrait croire que c'est un problème de qualité, en fait, c'est peut-être un problème d'outillage ou quoi que ce soit. Donc, voilà, moi, je recommanderais effectivement alors c'est une organisation un peu plutôt horizontale, mais vraiment impliquer toutes les autres fonctions directes de développement et de production dans les échanges quand il s'agit de co-développer. On a une question sur le contexte actuel. Dans un contexte très incertain et très instable, comment le fait de repenser la relation fournisseur peut-il concrètement aider à gagner en flexibilité? Est-ce que cela a un lien? Alors, comment dire, il y a plusieurs volets. Il y a la flexibilité. Il faut déjà qu'elle soit recherchée. Donc, on accepte que les stratégies aient une part d'incertitude. C'est de ne pas vouloir figer, par exemple, des parts de marché par fournisseur, d'être capable de réagir, aussi peut-être d'anticiper, de ne pas vouloir non plus tout prévoir, mais d'anticiper les risques le plus tôt possible. C'est peut-être contradictoire ce que je dis, mais en tout cas d'être capable de détecter les signaux faibles en avance pour imaginer l'éventail des possibles en termes de réaction et d'avoir des processus les plus souples possibles pour adapter sa stratégie avec ses fournisseurs et avec eux, évidemment. Donc, de pouvoir communiquer avec eux très rapidement parce que souvent, le problème, il vient de la supply chain, donc surtout dans le contexte actuel. Donc, il faut inciter à ce que le fournisseur vous communique à l'avance ses signaux faibles. Donc, il faut mettre en place cette culture de la réactivité qui n'est pas être juste un pompier, mais qui est être capable de s'adapter rapidement et de ne pas être dogmatique. Et pour ça, le digital peut aider, c'est-à-dire d'analyser rapidement la situation et de vite mettre en place des plans d'action ou des plans de mitigation. Donc, c'est comment passer d'une planification systématique à quelque chose de plus réactif. Parmi vos clients, quels bénéfices tangibles, concrets ont été observés chez les clients, les fournisseurs que vous avez accompagnés pour ceux qui ont réussi à atteindre ce statut de client préféré? Les bénéfices, ils sont principalement économiques et de performance, comme on le disait pendant le séminaire. Je réfléchis à peut-être un exemple un peu plus concret. Tout à l'heure, on le disait aussi, le fait d'avoir réussi à contractualiser cette baisse de coûts pérenne avec les fournisseurs parce qu'ils comprenaient, parce que la situation, la relation était digitalisée, était facilitée avec de la transparence, ça a permis, de manière très concrète, on a garanti une baisse de coûts durable avec ce fournisseur-là. Donc, je pense que ça, c'est déjà un exemple très fort. Je ne sais pas si toi, tu as en tête. Après, comme souvent, c'est des contextes de ramp-up dans aéronautique, défense, nucléaire. Ça permet de sécuriser, d'augmenter des chiffres d'affaires. Donc, de sécuriser les chiffres d'affaires tels qu'annoncés. Donc, finalement, de rentabiliser les investissements qui ont été faits en amont pour assurer ce ramp-up. Après, il y a des bénéfices sur le long terme. Évidemment, c'est rarement immédiat. C'est un travail de longue haleine. Comme on l'a vu, c'est une trajectoire de développement qui peut prendre plusieurs années. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on dit qu'il vaut mieux se concentrer sur... il faut bien faire sa segmentation au départ pour pouvoir se concentrer sur les fournisseurs pour lesquels on a envie de mettre des efforts dans la relation, dans la construction de cette performance et de cette relation. Parce qu'on y voit un intérêt aussi de performance et économique, mais on ne peut pas faire ça sur tout le panel fournisseur, ce serait impossible, ingérable et même contre-productif pour
pour ceux qui sont plutôt en bas à gauche sur la matrice. Eh bien, merci beaucoup, Emeline et Sébastien. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Merci beaucoup à tous pour votre participation.